Dans l'actualité ce soir, Nicolas Sarkozy lance un nouvel appel aux ravisseurs d'Ingrid Betancourt par télévision interposée. Il évoque un danger de mort. L'otage gravement malade aurait cessé de se soigner et de s'alimenter. La guerre en Afghanistan divise la classe politique. À l'Assemblée nationale, François Fillon annonce un renfort de quelques centaines de soldats français. La gauche parle d'alignement sur les États-Unis et dépose une motion de censure. Les 6 membres de l'Arche de Zoé ont tous été libérés et clament leur bonne foi. Le gouvernement exclut de payer à leur place les 6 millions d'euros de dommages et intérêts. Le RSA, revenu de solidarité active, pourrait passer à la trappe. C'est la conséquence du tour de vis budgétaire. Il est jugé coûteux. Martin Hirsch reste silencieux. Ils sont en train de devenir les nouveaux maîtres du monde. Les fonds d'investissement souverains, propriété des États, rachètent partout des entreprises et des banques. C'est l'enquête de cette édition. Enfin, le retour de l'homme aux 18 millions d'albums vendus. Francis Cabrel sort un nouveau disque et s'aventure sur le terrain social. Rencontre à la fin de ce journal. Bonsoir et bienvenue à tous. Ingrid Betancourt est en danger de mort imminente. C'est Nicolas Sarkozy qui l'affirme dans un nouveau message adressé ce soir au chef des FARC. Des informations alarmantes circulent depuis plusieurs jours sur l'état de santé de la sénatrice. Elle refuserait de se soigner et de s'alimenter. Dorothée Olyric. Un message solennel est sous-titré en espagnol. Il s'adresse à Manuel Marulanda, le chef des forces armées révolutionnaires de Colombie. Ingrid est en danger de mort imminente. Elle n'a plus la force de résister à une captivité interminable qui s'enfonce dans la tragédie. Devant cette situation, Monsieur Marulanda, vous devez comprendre l'attente de la France et de la communauté internationale. Prenez cette décision. Relâchez Ingrid Betancourt. C'est une course contre la mort. L'état de santé d'Ingrid Betancourt se serait encore détérioré depuis ces images tournées par la guérilla il y a près de 6 mois. L'otage souffrirait d'une hépatite B et refuserait de s'alimenter. Ça fait donc maintenant 1 mois qu'elle est en train de faire une grève de la faim. Comme vous le savez, une grève de la faim dans un milieu hospitalisé, c'est déjà très dangereux. En plein milieu de la jungle, c'est mortel. Le comité de soutien a remis cet après-midi quelques 602 000 signatures pour demander la libération d'Ingrid Betancourt. Un message de solidarité dont l'écho résonnera peut-être dans la jungle. Il y a une urgence. La famille est aussi mobilisée. Lorenzo, le fils d'Ingrid, appelle à une marche blanche pour la liberté. Depuis 6 ans. Elle va très mal, ce n'est qu'une question de semaines. Pour l'heure, la guérilla reste muette, comme sourde aux appels du monde extérieur. Manuel Marulanda n'avait d'ailleurs pas répondu au premier message du président Sarkozy, qui demandait en décembre dernier de libérer l'otage avant Noël. Oui, ne pas sauver Ingrid Betancourt serait un crime, a aussi indiqué le président de la République. Bonsoir Dorothée Olyric, vous suivez ce dossier, vous avez été souvent là-bas. Que faut-il penser de ces dernières informations inquiétantes ? C'est vrai que c'est très inquiétant, mais c'est pas nouveau. Vous savez, en octobre 2007, le moment où la vidéo a été enregistrée, il y a également une lettre adressée par Ingrid à sa maman. Et dans cette lettre, elle disait « Je n'arrive plus à manger, les cheveux me tombent par poignées, je suis une morte en vie ». Donc son état de santé, il y a 6 mois, était déjà particulièrement inquiétant. Alors il y a quelques jours, j'ai discuté avec un ex-otage qui est la dernière personne à l'avoir vue dans la jungle. C'était le 4 février dernier. Et il m'a dit qu'elle était totalement décharnée, qu'il était très inquiet, qu'elle avait le visage ridé d'une vieille femme et qu'il fallait agir vite. Alors en fait, Ingrid Betancourt est une rebelle, on le sait, elle a déjà fait une grève de la faim en 96 quand elle était députée et c'était pour lutter contre la corruption en Colombie. Alors elle est capable de tout, elle est capable d'aller jusqu'au bout. La guérilla, disait d'elle, c'est le point noir de la guérilla. Elle a un tempérament volcanique, elle est grossière, donc elle est prête à se battre, elle est peut-être, hélas, prête à mourir. Merci Dorothée. Autre titre de l'actualité, ce débat très vif après la décision d'envoyer des soldats français en renfort en Afghanistan. C'était la foule des grands jours à l'Assemblée nationale. Le gouvernement défend une stratégie de lutte contre le terrorisme. La gauche, elle, dénonce un risque de nouveau Vietnam. Thierry Curtet, Vincent Bouffarti. Sabre au clair, roulement de tambour, c'est l'habituel cérémonial de l'Assemblée nationale. Mais aujourd'hui, ce son a imposé une gravité particulière au débat. François Fillon à la tribune parle de quelques centaines de soldats supplémentaires pour l'Afghanistan sans en fixer le nombre. Il fait de leur mission un enjeu de sécurité intérieure française. Cette paix pour l'Afghanistan, elle conditionne largement une part de notre sécurité et donc une part de notre liberté. C'est un combat difficile, mais c'est un combat qui est juste.
Jean-Marc Ayrault pour le Parti socialiste ne veut pas d'un envoi supplémentaire de militaires. Qui peut croire vraiment qu'ajouter la guerre à la guerre va la faire cesser quand aucune leçon de l'échec actuel n'a été tirée? Dans les couloirs de l'Assemblée, l'opposition rappelait la petite phrase du candidat Sarkozy qui, sur France 2, durant la campagne, expliquait que la France devait retirer ses troupes d'Afghanistan. Aujourd'hui, l'opposition voit dans la démarche présidentielle une volonté de rapprochement avec Washington. Ce que fait Sarkozy, c'est un signe politique, un signal politique fort en direction de l'administration américaine. C'est un risque pour la démocratie, c'est un risque pour la défense de nos valeurs, et donc moi je suis pour. Le président Sarkozy annoncera dans les prochains jours le nombre exact de troupes supplémentaires envoyées et leur nouvelle mission. On s'arrête un instant sur cet ennemi presque invisible, les talibans. Comment se sont-ils reconstitués? Combien sont-ils? Disposent-ils de l'appui de la population? Élément de réponse avec Gérard Grisbeck qui revient d'Afghanistan. Lorsque les talibans régnaient sur l'Afghanistan, la justice c'était cela, des exécutions publiques dans les stades. Cette femme était accusée d'adultère. Un régime où la femme est un être inférieur, où l'on détruit le patrimoine culturel comme ces Bouddhas, vieux de 18 siècles. Un État totalitaire où la musique, le cinéma sont interdits. Aujourd'hui, ces talibans se sont repliés dans les zones tribales, à la frontière entre l'Afghanistan et le Pakistan. Voici leur nouveau visage. Ils sont jeunes, n'ont pas connu le pouvoir, se disent épris de justice sociale, mais le discours reste le même. On veut juste vivre sous la loi du Coran. Si les États-Unis, l'Afghanistan ou le Pakistan veulent nous arrêter, on ne les écoutera pas. On est libre de faire ce qu'on veut et on se battra jusqu'au bout. On a déjà gagné 2 guerres contre les Britanniques et contre les Soviétiques. Et on n'a pas gagné grâce à de meilleures armes ou à de l'équipement sophistiqué, mais grâce à notre foi. En Afghanistan, même pas très loin de Kaboul, ces talibans se laissent filmer. Un défi lancé aux forces de l'OTAN, aux forces d'occupation, disent-ils. Et leurs méthodes ont changé. Leurs aînés avaient pris le pouvoir presque pacifiquement. Eux multiplient les attentats contre les forces de l'ordre et même les civils afghans. En 6 ans de guerre, les talibans se sont renforcés, radicalisés, faisant de l'Afghanistan aussi un sanctuaire pour terroristes. Et le ministre de la Défense, Hervé Morin, estime que le coût annuel de l'intervention française aujourd'hui se situe entre 150 et 200 millions d'euros là-bas. Cette fois, c'est fait, ils sont tous libres. Les membres de l'Arche de Zoé ont quitté la prison hier soir ou dans la nuit. Et leurs premiers commentaires, vous allez l'entendre, sont tous assez semblables. Le soulagement et l'amertume. Arnaud Boutet, Madi Diawara. Avec conviction, ses amis l'accueillent en héros, avec ces mots. Bravo, Doudou. Dominique Aubry recouvre la liberté et déjà contre-attaque. Comment vous vous sentez ce soir, Dominique ? Comme quelqu'un de gracié, pas blanchi. Libéré, mais toujours mis en examen. Le ton incisif est donné. Pas de remords ni de regrets. Hier soir, Éric Breteau, Émilie Lelouch, les 2 organisateurs de l'Arche de Zoé ont quitté Fresnes par la petite porte, loin des regards. Dans l'Aube, ce n'était pas le cas d'Alain Pelliga. Le logisticien de l'équipe était très attendu et lui non plus ne regrette rien. Je pense aux enfants qui sont restés là-bas. On ne sait pas ce qu'ils vont devenir. Je dirais pas ce que je pense d'Idriss Déby pour le moment. Vous dites innocent de tout ce qu'on vous a reproché? Ah ouais, complètement. Complètement, ce qu'on a fait, c'était clean, c'était pour sauver des enfants, c'était pas pour voler des enfants. Philippe, les enfants de Castellane t'attendent. Même ferveur dans les Alpes de Haute-Provence pour le retour du médecin. Et bon courage, hein? Ça y est, c'est fini. Devant les siens, il craque lorsqu'il évoque les premières accusations tchadiennes. Avoir été accusé de pédophilie, de trafic en organes, ça a été terrible, terrible, terrible. Et ça, vous savez, c'est des images que je pourrais pas oublier. Un peu plus tard, au calme, il soutient ses amis. Ce que je répète depuis hier soir, et bon, c'est que je suis convaincu de la bonne foi des acteurs de cette mission. L'infirmière Nadia Merimi reste sous surveillance médicale. Les 6 membres doivent maintenant rendre des comptes à la justice française
L'épilogue Libération d'hier n'est donc pas tout à fait la dernière étape. Oui, si les membres de l'Arche de Zoé estiment avoir été mal compris, eh bien de nombreuses familles d'accueil, elles, jugent qu'elles ont été trompées. Elles attendaient un enfant, elles faisaient confiance à l'association et pensaient que les procédures d'adoption étaient régulières. 5 d'entre elles ont porté plainte et ne comptent pas renoncer à ces poursuites. Aurélia Guillemin, Frédéric Ranck. Dans cette petite maison près de Nantes, tout était prêt. Cécile et son mari devaient y accueillir un enfant. 6 mois après, le sentiment d'avoir été trompé par l'Arche de Zoé est toujours aussi fort. Émilie Lelouch nous a dit franchement, nous avait promis un enfant. Et c'est pas ça qu'on a préparé la chambre, parce qu'on était sûr et certain qu'on avait un enfant. Eux étaient convaincus d'aboutir à une adoption. Comme d'autres familles, Cécile et Flavian ont assisté à des réunions d'information comme celle-ci, menées par Éric Breteau en personne. Devant soi, des enfants mourir sans rien pouvoir faire, quelque chose d'assez terrible à vivre humainement. À l'époque, l'association leur fait bonne impression. Il y avait des grosses têtes, il y avait comme des avocats, il y avait des médecins, il y avait un commissaire de compte, en trésorière. Pourquoi pas faire confiance? On a fait confiance, on a foncé. C'est à Émilie Lelouch et Éric Breteau qu'ils en veulent le plus aujourd'hui. Leurs actes ont laissé des traces indélébiles. On ne demande pas forcément grand-chose, mais qui baissent les yeux et qu'ils arrêtent d'être fiers d'eux et qui reconnaissent qu'ils ont pu causer du tort aux familles. Parce que pour l'instant, Éric Breteau et Émilie Lelouch ne le reconnaissent pas, ça. Et c'est quand même assez grave, vu quand même le tort qu'ils ont fait. Aujourd'hui, 5 des familles qui devaient accueillir des enfants ont déposé plainte. Elles entendent être, elles aussi, considérées comme des victimes. Et il faut rappeler précisément que 103 enfants avaient été recueillis par l'association. Finalement, aucun d'entre eux n'était orphelin. Ils ont presque tous été rendus à leurs parents, sauf 5 qui sont toujours à l'orphelinat de la ville d'Abéché, au Tchad, car leur père et leur mère sont séparés, parfois de nationalités différentes. Indication donnée cet après-midi par la Croix-Rouge. Dernière question en suspens, l'argent. François Fillon a indiqué ce matin qu'il était hors de question que la France prenne en charge les 6 millions d'euros de dommages et intérêts réclamés par le Tchad. Sophie Rodier. 6 300 000 euros. Le jour de la sentence, cet aspect de l'affaire paraissait secondaire aux membres de l'Arche de Zoé, atterrés face à leur juge. Aujourd'hui, la question de la réparation financière revient sur le devant de la scène. L'État va-t-il se substituer aux condamnés? Certainement pas, répond le Premier ministre. Il est hors de question que le contribuable français paie 6 millions d'euros pour des erreurs que la France n'a pas commises. Les responsables de l'association disent ne pas disposer d'une telle somme. Une indemnisation de toute façon contestée par l'avocat d'Émilie Lelouch. On conteste non seulement la condamnation, mais on conteste également les dommages et intérêts faramineux, fous. Reste à connaître la détermination du président Idriss Déby et de la justice tchadienne à récupérer une telle somme. L'actualité judiciaire encore avec la suite du procès Fourniret. Le tueur en série présumé est brièvement sorti de son mutisme aujourd'hui et de façon plutôt inattendue. C'est un détail qui l'a fait réagir. Il s'accuse lui-même d'être un monstre. Amaury Guibert, Mathias Second. Il avait jusqu'ici affiché un mutisme glaçant. Michel Fourniret a montré aujourd'hui une autre facette de sa personnalité, la colère. En fin d'audience, l'avocat général évoque un détail, quand l'accusé le tense. « Je ne peux pas laisser passer une erreur grossière », dit-il. « Eh bien, vous parlez maintenant », lui répond l'avocat général. Michel Fourniret hausse la voix. « Je ne parle pas, je gueule. » Et sur le même ton, « Je n'ai jamais caché que j'étais un monstre. » Si parler, c'est hurler « je suis un monstre », effectivement, il a beaucoup parlé, mais il a repris immédiatement l'attitude qui est la sienne depuis le début du procès. De nouveau le mutisme, mais pour les parties civiles, un pas a été franchi. C'est le signe en tous les cas qu'il est extrêmement désagréable pour lui d'entendre parler de lui à la troisième personne sans pouvoir répondre. Dans l'après-midi, la Cour a examiné le véhicule de Michel Fourniret sur le parking du palais de justice. Cette partie était à huis clos, une des exigences de l'accusé. Alors il a bien voulu répondre aux questions, tentant ainsi, une nouvelle fois, de maîtriser le cours de son procès. Autre fait marquant de cette journée, son épouse et complice présumée, Monique Olivier, a exprimé des regrets sans parvenir à expliquer sa passivité. « J'étais très seul à l'époque, j'étais sous influence, je regrette tout ce qui a été fait ». Fin de citation. L'affaire de la banderole insultante du Stade de France prend chaque jour des proportions plus importantes. Le maire de Lens et les responsables du club ont été reçus aujourd'hui par Nicolas Sarkozy. Par ailleurs, la ministre de l'Intérieur, Michèle Alliot-Marie, souhaite dissoudre les associations de supporters de la Tribune Boulogne du Paris Saint-Germain. Franck Genozo, Yann Moine.
Prison, amende, interdiction de stade. Les auteurs de la banderole infamante du Stade de France risquent des sanctions individuelles, mais aussi désormais des sanctions collectives. Le ministère de l'Intérieur entend s'attaquer à la responsabilité du ou des clubs de supporters concernés. J'ai demandé que l'on me constitue un dossier qui est susceptible de déboucher sur la dissolution de l'association. Dans le viseur du ministère, un groupe à la réputation sulfureuse, les Boulogne Boys. Ils étaient à proximité de la banderole. Mais certains fans violents ne sont affiliés à aucune association officielle. Des pseudo-supporters, cagoulés, dits indépendants, parfois regroupés sous des noms évocateurs comme Commando Loubard, sans existence légale. Dissoudre les associations, c'est leur laisser le pouvoir, estime un des leaders de la tribune Boulogne. Il ne tient pas à montrer son visage. Je pense que ça sera plus terrible encore à gérer parce qu'en interdisant, en supprimant les associations de supporters, vous vous retrouvez dans une tribune avec que des individus, aucun porte-parole. Donc c'est saper un travail de 10 années. Ce midi, le président de la République a reçu les dirigeants du RC Lens, encore sous le choc. En attendant, le PSG, relégable, jouera son avenir sportif demain soir. Dans l'urgence, la préfecture de police a décidé de nouvelles interdictions de stade. En tout, ils seront 92 à pointer au commissariat à l'heure du coup d'envoi. L'économie avec la hausse des prix, c'est le chiffre de ce début de semaine, 3,5%. C'est le rythme de l'inflation dans l'ensemble de la zone euro et c'est un record. Les explications sont toujours les mêmes, la hausse du prix de l'énergie et aussi des produits alimentaires. On parle beaucoup par exemple des fruits et légumes, ce qui agace parfois les professionnels du secteur. Ils expliquent que si les prix augmentent, c'est aussi parce que le consommateur veut manger des fraises en hiver et des tomates toute l'année. Enquête Laurence de Cherf, Frédéric Delarue. Melons, framboises, ananas, des fruits d'été au début du printemps. Ils viennent de loin mais partent comme des petits pains. Malgré un prix élevé, on ne résiste pas. Ça coûte assez cher, ça coûte assez cher. Vous êtes prêt à mettre le prix pour avoir du goût? Absolument, parce que la pomme... On se laisse tenter. C'est un peu plus cher qu'en été. Certainement, j'en sais rien. J'avoue, je fais au coup de cœur. À Rungis, ce sont près de 5000 tonnes de fruits et légumes qui transitent chaque jour. Avec un intérêt croissant pour des fruits qui sont de saison, mais de l'autre côté de la terre. Il y a un certain engouement lié notamment au fait que beaucoup de Français voyagent à l'étranger et aiment retrouver les saveurs, les plaisirs qu'ils ont eus, et puis une forme d'exigence qui fait qu'on doit pouvoir trouver toute l'année tous les produits. La myrtille, ça vient du Mexique. L'asperge, ça vient du Pérou. Ça vient du Mexique aussi, la framboise. Le melon, ça c'est du melon français, mais ça vient des Antilles. Et ça par contre, en venant des Antilles et en étant français, c'est un transport aérien, donc il y a un coût de revient assez important aussi. Le transport, c'est un quart du prix. Quand les framboises venues du Mexique coûtent 16 à 20 euros le kilo, il faut ajouter 4 euros d'avion et le prix atteint alors 20 à 24 euros à Rungis. Pour ce grossiste, pour payer moins cher, il suffit d'aller chercher les bons produits. Vous voulez rester avec des endives, avec des pommes, avec des clémentines, des oranges, des bananes, des produits qui sont de saison, des carottes, des poireaux, des pommes de terre? Non, je pense que c'est tout à fait réalisable pour tout le monde. En France, on produit quelques fruits et légumes presque toute l'année. Salades, carottes, mais aussi tomates, comme ici à Marmande depuis début mars. 8 mois sur 12, elles poussent dans les serres. Grâce au verre, on avance l'été de 3 mois. Donc elle a exactement les mêmes qualités. Et là, c'est physiologique. Hein. Là, en ce moment, là, on cueille des tomates d'été. Vendue 1,20 € aujourd'hui aux distributeurs, sous le coût de production, la tomate doit faire face à ses concurrentes espagnoles et marocaines. Des pays où la main-d'œuvre est moins chère et l'été dure plus longtemps. Et il n'y a pas qu'en Europe que les prix flambent, l'Afrique est aussi concernée, même cause, même conséquence. Depuis quelques jours, les manifestations, parfois violentes, se multiplient au Cameroun, en Côte d'Ivoire ou encore au Sénégal. Sur place, reportage Dominique Derda, Frédéric Ranck. Comme souvent en Afrique, ce sont les femmes qui montent en première ligne et défendent avec ténacité leur pouvoir d'achat. Les femmes et des militants d'opposition réunis derrière les mêmes slogans. Matraques électriques, grenades lacrymogènes, la manifestation est interdite et la police anti-émeute n'y va pas par 4 chemins pour ramener l'ordre. C'est la seconde fois depuis l'automne
que Dakar connaît de tels affrontements. Au marché Tilène ce matin, toujours la même affluence. Mais les ménagères, plus que jamais, y regardent à deux fois lorsqu'elles font leurs courses. Les prix ces derniers mois n'ont cessé de grimper. Tout a augmenté, le riz est cher, les arachides sont chers, l'huile aussi est chère, tout est bien trop cher. Il faut augmenter les salaires parce que si on n'augmente pas les salaires, bon, c'est la pagaille pour nous les Sénégalais. Parce qu'on a augmenté les prix les denrées de première nécessité, ça ne passe pas pour nous. Quand l'argent manque, ici comme ailleurs, on se serre la ceinture. La viande, désormais, est un luxe qu'on réserve aux jours de fête. Pour les jours ordinaires, il y a les bas morceaux. 1300, 1200. Pâtes de bœuf ou de mouton qui donneront au moins un peu de goût à la soupe. Comme la plupart des pays ouest-africains, le Sénégal importe l'essentiel des céréales qu'il consomme. Pour tenter de limiter les effets de la hausse des prix au niveau mondial, le gouvernement a suspendu temporairement les droits de douane. Ça n'a pas suffi. Les Nations Unies, le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, tous prônent une révolution verte en Afrique. Mais aider les paysans à produire mieux et plus nécessite des investissements importants et aussi de la part des États une véritable politique agricole. Si on nous donnait les moyens de développer nos cultures, on n'aurait plus besoin d'importer tous ces produits de l'étranger. Parce que le prix du pain est un indice qui à lui seul peut faire descendre dans la rue des milliers de gens, l'État a bien pris soin d'interdire toute hausse intempestive. Mais à ce rythme et en l'absence de subventions, ce sont les boulangers qui un jour risquent fort de mettre la clé sous la porte. Sortir de la logique de l'assistanat pour encourager le retour à l'activité, c'était l'une des grandes promesses de Nicolas Sarkozy. Elle devait se concrétiser à travers le RSA, revenu de solidarité active. Il devait être généralisé au début de l'année prochaine. Eh bien, crise budgétaire oblige, le RSA devrait être remis à plus tard. Il est jugé coûteux par François Fillon lui-même. Martin Hirsch vient ce soir de réagir. Yves Ginca, Vincent Bouffartigue. Le revenu de solidarité active est-il déjà mort et enterré? Ce matin, le Premier ministre affirmait le contraire, tout en soulignant que le projet est trop coûteux. Le projet qui est proposé par Martin Hirsch est un projet qui a deux inconvénients. Il est coûteux, de l'ordre de 2 à 3 milliards d'euros, et puis il conduit à diminuer la prime pour l'emploi pour un très grand nombre de Français. Le revenu de solidarité active, c'est le projet phare de Martin Hirsch, le haut commissaire aux solidarités. Le principe, pendant 3 ans, un RMiste qui a retrouvé un emploi pourra accumuler une partie du RMI avec son salaire. Expérimentée dans 34 départements, la mesure veut inciter à la reprise d'un travail. Dimanche, Xavier Bertrand avait assuré que la mesure serait généralisée, mais sans préciser la date. Le revenu de solidarité active, c'est non seulement une excellente idée, mais qu'il faut faire en sorte que l'idée qui est devenue projet, que le projet devienne réalité. Ce soir à Matignon, Martin Hirsch, malgré tout confiant. Quand le Premier ministre dit que le RSA se fera, ça veut dire que ça va se faire, qu'il y ait une discussion, qu'il y ait un débat. Nous, on a posé un certain nombre de choses pour qu'on réponde aux questions. Il faut qu'il y ait un débat vif sur cette question-là. Lui propose de financer son projet par une taxe sur les super profits des entreprises. La généralisation du RSA était prévue pour janvier 2009. Le gouvernement rendra son avis le 15 mai prochain. Une étape importante dans l'enquête sur de possibles délits d'initiés dans le groupe EADS. On en avait beaucoup parlé à l'époque. Eh bien, l'autorité des marchés financiers, l'AMF, vient de rendre ses conclusions et c'est une confirmation. 17 dirigeants sur 21 auraient bien vendu des actions au bon moment, avant la chute des cours, grâce à des informations confidentielles. Arnaud Lagardère, en revanche, ne serait pas concerné à titre personnel. En tout cas, l'AMF va lancer une procédure de sanction et transmettre le dossier au parquet. Image signée Antonin Broutard. On reste dans l'économie avec ceux qu'on pourrait appeler les nouveaux maîtres du monde. Il s'agit de fonds souverains. Ce sont des fonds d'investissement qui rachètent des entreprises ou des banques. Leur particularité est qu'ils sont publics, c'est-à-dire qu'ils émanent des États. C'est presque un paradoxe en pleine mondialisation libérale. Leurs actifs se montraient à plus de 2000 milliards de dollars. Voici l'exemple de la Norvège qui s'est constituée un pactole. C'est l'enquête de cette édition. Elle est signée Julien Beaumont et Didier Dahan. Voici la caisse de retraite des Norvégiens, un camion-citerne Statoil, l'entreprise publique d'extraction pétrolière. Car aujourd'hui, grâce à ses forages en mer du Nord, la Norvège est le 5e exportateur mondial. Avec un baril à plus de 100 $, le pays gagne en ce moment 1 milliard d'euros par semaine. Cette super cagnotte, le pays a décidé de ne pas l'utiliser aujourd'hui, mais plutôt de la placer sur les différents marchés financiers.
Un fonds souverain géré par l'État qui pèse 340 milliards d'euros, investi dans 42 pays. D'ailleurs, la Norvège est le deuxième actionnaire des principales sociétés françaises. Voilà pourquoi au ministère des Finances, on lit tous les matins les journaux économiques. Le but, placer au mieux l'argent du pétrole pour pouvoir payer, entre autres, les retraites de demain. Le pétrole et le gaz ont mis près de 150 millions d'années pour se former. Nous n'avons pas le droit moral d'utiliser l'argent de cette ressource en une génération. Elle doit servir aux générations futures. La Norvège est présente dans 7200 entreprises à travers le monde. Chacune d'entre elles est contrôlée ici, au Conseil de l'éthique. Sont exclues celles qui emploient des enfants, fabriquent des mines, bref, celles qui ne suivent pas la ligne de conduite norvégienne. C'est le cas de Walmart, le géant américain des supermarchés a ainsi été éliminé. Nous avons découvert que les conditions de travail dans les usines d'approvisionnement de Walmart, que ce soit en Chine, mais aussi en Afrique centrale ou en Amérique du Sud, étaient vraiment très mauvaises. Il y avait là une violation des droits de l'homme. Mais pas question d'investir ce fonds pétrolier en Norvège, pour éviter ainsi toute surchauffe de l'économie. Une décision difficile à comprendre par l'opinion publique. Il faudrait investir l'argent du pétrole en Norvège et améliorer la compétitivité de nos entreprises. Il faut utiliser l'argent pour les milieux hospitaliers, les maisons de retraite, parce que notre système de santé ne marche pas si bien que cela. D'ailleurs, l'opposition en a fait un de ses thèmes de campagne. L'argent du pétrole doit aller aux Norvégiens maintenant. C'est bien mieux pour les générations futures d'hériter d'infrastructures en parfait état, plutôt que de recevoir beaucoup d'argent et d'avoir des infrastructures qui ne fonctionnent pas. Un pactole tentant, c'est pourquoi la Norvège a choisi d'incorporer une partie de ce fonds pétrolier dans son budget annuel. Chaque année, nous pouvons prendre 4% du fonds, ce qui en 2008 fera à peu près 10 milliards d'euros, que l'on peut dépenser à notre guise pour la Norvège. Mais cette manne financière issue des produits pétroliers n'a pas que des avantages. Certes, le pouvoir d'achat des Norvégiens augmente, mais les prix aussi. Le litre de super est à 1,60 € et le café en terrasse dépasse les 3 €. D'ailleurs, Oslo aujourd'hui est devenue l'une des villes les plus chères au monde. Encore une manifestation lycéenne aujourd'hui à Paris, la deuxième en moins d'une semaine. Une autre aura lieu après-demain. Elle a rassemblé entre 4 500 et 11 500 personnes selon les sources, à l'appel des syndicats qui protestent contre les suppressions de postes dans l'éducation nationale et notamment dans le secondaire. Image signée Frédéric Capron. L'environnement avec un sujet toujours brûlant. Les députés ont entamé aujourd'hui l'examen du projet de loi sur les OGM. Après des années de flou, il s'agit de fixer des règles. Le texte veut instaurer le droit de cultiver des OGM, mais avec le plus de transparence et de précaution possible. Un texte qui ne fait pas l'unanimité. Explication Agnès Monteux-Abdelzouiwesh. La loi se place dans l'hypothèse de l'autorisation des cultures OGM en France et elle vise à mieux les encadrer, à commencer par les responsabilités en cas de contamination. Elle prévoit l'indemnisation d'un champ voisin contaminé, mais rien n'est envisagé pour des disséminations lointaines d'OGM à plusieurs kilomètres. Un délit de fauchage sera également discuté, allant jusqu'à 2 ans de prison et 75 000 € d'amende. C'est un des points qui inquiète les écologistes installés devant l'Assemblée, remettant en cause ce qu'ils considèrent comme un acquis. Malheureusement, là j'ai l'impression qu'il y a une volonté très nette de la majorité UMP d'aller à l'encontre de ce qui a été décidé au Grenelle. Un haut conseil sera créé, composé de scientifiques et de représentants d'associations. Il transmettra au gouvernement des avis sur les éventuels dangers de ces cultures transgéniques. Enfin, le grand public devrait disposer d'informations plus précises à la parcelle près sur les différents lieux de culture. Du grain à moudre pour les députés, qui vont se pencher sur cet épineux dossier durant 4 jours. Un cargo de 80 mètres s'est échoué la nuit dernière à Porquerolles. Il s'agit d'un vraquier qui transporte 1400 tonnes de ciment et qui s'est abîmé sur les rochers. L'inquiétude est vive car l'île est un des joyaux du littoral, mais aucune pollution n'a été constatée pour l'instant. Apparemment, la coque est seulement cabossée. Toujours à propos d'environnement, cette expérience qui sera suivie de près en Alsace. La région devrait prochainement limiter la vitesse sur autoroute à 110 km/h contre 130 aujourd'hui. Objectif, diminuer la pollution. Stéphanie Lafuente, Jean-Jacques Le Garec.
Ce panneau pourrait bientôt devenir obsolète en Alsace. Baisser la vitesse sur autoroute, une expérience proposée par la région qui souhaite faire passer la limitation de 130 à 110 km/h. Mais l'idée ne séduit pas forcément les automobilistes. Il faudrait faire peut-être la part des choses et démarrer ailleurs que de toujours faire encaisser l'automobiliste de choses et d'autres. Il faudrait peut-être faire un essai sur quelques mois et puis ensuite tirer les conclusions. Oui. J'ai pensé que l'Alsace était un territoire un peu particulier, très dense, dans lequel il y avait déjà beaucoup d'endroits où la vitesse sur autoroute était limitée à 110 à l'heure. Avec seulement 2 autoroutes, l'Alsace pourrait être une bonne zone test pour cette proposition du Grenelle de l'environnement. En théorie, passer de 130 à 110 km/h fait baisser de 15% les émissions de gaz polluants, mais ces simulations ne tiennent pas compte des embouteillages et autres reports de trafic. De faire une expérimentation au niveau d'une région permettrait de voir ce que l'on pourrait attendre au niveau de l'ensemble de la France. Les études au niveau de l'ensemble de la France montrent qu'il y aurait une diminution qui serait significative. Les constructeurs et autres automobiles clubs ont déjà fait savoir qu'ils trouvaient la mesure secondaire. Pour l'instant, la région Alsace attend le feu vert du ministère de l'Environnement pour la mettre en place. Un carré d'as pour le poker. Il y a quelques années encore, c'était un jeu un peu sulfureux, réservé aux initiés avec whisky et gros cigares. Aujourd'hui, tout a changé. On compte 1 demi-million de joueurs de poker de façon régulière en France, beaucoup de femmes. C'est devenu un jeu branché, notamment grâce à Internet, mais pas seulement. Jean-François Firet, Francis Forget. Je suis ébéniste. Je travaille dans une société de services dans l'informatique. Je travaille dans la production de spectacles. Comme les cartes, les genres ici sont mélangés. Autour de la table, ils sont 8, d'âge et de profils différents. Leur seul point commun, le poker. Un coup d'œil sur les cartes du voisin, ce n'est pas réglementaire, mais bon. Ce soir, pas d'argent sur le tapis, autre chose les attire. Il y a une part de calcul un petit peu, de psychologie, de chance, de travail sur soi, de gestion de son stress. Ambiance moins conviviale dans le petit studio de Sébastien Decamp, 30 ans. Lui joue seul, sur Internet. Depuis 1 an, ce conseiller financier est au chômage. Le poker est devenu son gagne-pain. Une journée de poker, si vous voulez, ça commence on va dire vers 16h. Et donc à partir de là, je fais des petits breaks vers minuit, 1h du matin et je rejoue de 2h à parfois 5h, 6h du matin. Il peut y avoir des mois où je peux gagner 4 à 5 000 euros et des mois où je vais en perdre 2 ou 3 000. Jusqu'à 5 000 euros les meilleurs mois, net, car les gains du jeu ne sont pas imposables. En France, les tournois type Las Vegas ont lieu ici, avenue des Champs-Élysées à Paris. Au numéro 104, l'Aviation Club de France, un cercle de jeux privés. En fait, une association à but non lucratif. Elle reverse 60% de ses recettes à l'État. Messieurs les joueurs du tournoi, prenez vos places, on va démarrer. Les croupiers, mélangez les cartes s'il vous plaît. Pour le droit de s'asseoir, il faut payer 250 €. 70 compétiteurs, essentiellement des hommes. Un seul gros lot, 6 225 €. Alors, pas de pitié. Moi, je le joue comme un sport de combat, c'est de la compétition pure. Jean-Paul Renou a 50 ans. Il ne vit que du poker. 2 ans qu'il s'entraîne. Au jeu aujourd'hui, mon capital augmente de 2 à 3 000 $ par mois. Mon objectif, c'est de gagner suffisamment au jeu pour pouvoir me payer ces tournois-là à Las Vegas et puis bien sûr intégrer une équipe professionnelle de joueurs. Des amateurs qui souhaitent devenir professionnels, une nouveauté. En quelques années, grâce au poker, la fréquentation du club a complètement changé. On a une évolution, c'est-à-dire qu'on a des femmes, des gens qui viennent, je dirais grand-père qui vient avec le petit-fils, ça on le voit. Mais attention, le poker reste un jeu d'argent avec ses dérives et ses phénomènes d'addiction. Et en cas de problème, un recours devant les tribunaux est difficile car la loi française encadre mal la pratique du poker. Chacun est donc seul face à ses cartes. Il est depuis très longtemps une valeur sûre de la chanson française. Francis Cabrel, 18 millions d'albums vendus, sort un nouveau disque après 4 ans de silence. Toujours très posé, mais un peu plus politique. Rencontre signée Olivier Lenuzza, Mathieu Bierden. T'avais mis ta robe légère, moi l'échelle contre un cerisier. T'as voulu monter la première, et après... Ces mots à lui, il les chante. Ceux des autres, il aime les lire, s'en inspirer.
Francis Cabrel, l'un des rares, sinon le seul artiste à nous recevoir à la Bibliothèque nationale de France. Tu l'as fait. Un sourire, une main tendue. Il admire Balzac, peut réfléchir 1 an sur une chanson, lui qui a griffonné son premier poème en classe de CE1. Jouer avec les mots m'a toujours passionné, fasciné. Et donc ceux qui manient ça avec génie, donc qui sont tous là autour de nous, je trouve leur ombre réconfortante. Des mots choisis pour des textes plus politiques que d'habitude. Nguyen la clandestine et Mamadou qu'on transfère. Sabrina qui tapine et ce Magide qui dort par terre. L'idée des sans-papiers, je sais pas, un homme sans papier, tel qu'on nous inculque l'idée jour après jour, ça serait pas un vrai, un être humain complet, total. Un être humain, c'est un être humain, qu'il ait des papiers, qu'il n'en ait pas, je vois pas pourquoi le regard changerait. Le monde est aux mains de stratèges, costume noir, cravate beige. Il me semble qu'on a un fond d'humanité et qu'à force de répéter certaines choses, ça va finir par surgir, par ressurgir, et que tout va s'apaiser. Il reprend Dylan, Gigi Kell, écrit, compose un 11e album enregistré chez lui dans le sud-ouest. Sur les premiers barreaux, j'ai senti glisser le manteau de l'enfance. Le disque, à peine sorti, il pense déjà au suivant. C'est ici qu'il faut que je fasse mon prochain disque. Les textes sont déjà écrits. Il n'y a plus qu'à faire les musiques. La mort de Jules Dassin, le metteur en scène américain, avait quitté les États-Unis au moment du macartisme pour s'installer en Europe et notamment en Grèce. Époux de Mélina Mercouri, il était aussi le père de Joe Dassin. Jules Dassin avait 96 ans. Avant de refermer cette édition, je vous en rappelle l'un des principaux titres. Nicolas Sarkozy lance un nouvel appel au ravisseur d'Ingrid Betancourt. Il évoque un danger de mort imminente. L'otage gravement malade aurait cessé de se soigner et de s'alimenter. Ce soir, la Colombie annonce la suspension de ses opérations militaires et l'envoi d'une mission humanitaire pour tenter de retrouver Ingrid Betancourt. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Tout de suite la météo, Laurent Romeshko, 20h50, le temps de la désobéissance, un téléfilm avec notamment Daniel Russo et Martin Lamotte. À demain. L'info en continu, c'est aussi sur France2.fr.